Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci pour vos commentaires, évidemment. Un grand merci pour les pouces aussi levés et le partage, bien évidemment. Et puis, n'hésitez pas à conseiller à vos amis, à vos proches de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche qui est en bas. Merci encore infiniment, j'espère que vous allez bien, tout d'abord. J'aimerais revenir sur certaines accusations, certains dérapages, comme celui que je pensais être un homme intelligent, un gaulliste franc et net, un certain monsieur Asselineau, qui récemment, je ne sais pas ce qu'il lui a appris, faudrait qu'il arrête peut-être pas la fumette, ou alors la boisson, hein, je ne sais pas, ou alors l'envie de plaire aux médias en jouant le philosémite, en attaquant, c'est ce qu'il a dit, que l'Algérie était un pays profondément anti-juif, voire antisémite. Or, en ce moment, l'Algérie, elle a bon dos pour ceux qui sont sur le trottoir, qui sont complètement à terre et qui n'ont plus de notoriété. Il se dit, tiens, si on faisait un peu de la brosse à la communauté juive ou à la communauté, on va dire, sioniste, eh bien peut-être qu'on pourrait passer plus à la télé, être entendu, etc. et pouvoir, comment dirais-je, mettre un peu d'épinard, un peu de gras dans nos épinards. Bref, Asselineau, en disant ça, c'est pas le seul qui prétend, et je l'ai vu à droite à gauche, que l'Algérie serait antisémite, etc. Alors c'est très très mal connaître l'histoire de l'Algérie, et je les rappelle tout simplement à leur propre histoire. Vichy et la chasse aux juifs, ce ne sont pas les musulmans d'Algérie qui l'ont faite. Ils l'ont jamais pratiqué. Bien au contraire, bien avant tout le monde, peut-être, ils ont protégé leurs compatriotes, leurs concitoyens de la communauté juive. Alors, j'aimerais citer celui qu'on ne peut pas contredire, c'est Roger Hanin. Roger Hanin, alias Navarro, que vous connaissez certainement, bien sûr, qui disait « Je suis juif et je dois une gratitude éternelle à l'Algérie d'avoir su garder dans sa chair et dans sa terre des centaines de milliers de juifs durant des siècles et des siècles. Et quand les Français sont arrivés, en envahissant l'Algérie, ils ont trouvé une communauté israélite intacte, heureuse et différente. C'est pourquoi je dois remercier l'Algérie pour sa tolérance, son respect et l'amour, tout comme leur religion musulmane, qui aussi est faite d'amour, de respect et de tolérance. Ça, c'est Roger Hanin. Alors, je dis ça à tous ceux, les goyim ou les goy qui voudraient la ramener en attaquant l'Algérie, comme c'est le cas en ce moment, de la fermer, disons à tout jamais. Comme disait, excusez-moi d'en arriver là, mais de dire ça comme ça, pour citer Dieudonné qui disait à certains détracteurs de la fermer à tout jamais. Donc là-dessus on arrête, mais c'est pas tout, puisque les détracteurs, en tous les cas, ou le sous-doué, ou certains olibrus, ou primates de la plume, la ramènent en ce moment pour apporter un petit peu ou davantage de l'huile sur le feu pour continuer à envenimer l'Algérie. Alors, je vais leur répondre en 2-3 minutes. Vous l'aurez certainement remarqué, chers amis, en ce moment, il y a un tir groupé, des tirs bas, ça tape en dessous de la ceinture, à tout va contre l'Algérie. Je reviendrai sur la longue interview du président Tebboune à l'opinion, et donc les réactions, évidemment, hystériques, tout azimut, d'une bande de primates qui viennent donner des leçons de géopolitique. Alors, la semaine dernière, celui qui a commencé à ouvrir ses pages, je parle du torchon Le Figaro, il a ouvert ses pages aux détracteurs de l'Algérie. Le Figaro a ouvert ses pages comme une péripatéticienne ouvrirait son lit ou autre chose, suivez mon regard. Eh bien, Le Figaro a tout d'abord ouvert ses pages à un certain Pierre Lelouch, qui est un géopoliticien ou un politicard qui n'a jamais brillé par sa pensée. Lelouch, comme son frère qui est cinéaste d'ailleurs, Claude Lelouch, sont nés en Tunisie. J'aurais préféré que qu'ils défendent un peu leur pays d'origine, ce sont des Maghrébins quand même. Je ne les ai jamais entendus, notamment Pierre Lelouch, bouger une oreille ou un petit doigt pour parler en bien de la Tunisie ou la protéger. Non, il a retourné en tous les cas ses armes. Je pense qu'il est profondément frustré, contrairement à son frère Claude qui s'est bien épanoui dans le cinéma. Claude Lelouch qui a obtenu de nombreux prix, notamment la Palme d'Or dans les années 60, très proche d'ailleurs de l'année, je pense c'était en 63 ou 65, pas très loin de l'année d'indépendance de l'Algérie. Son frère a un film merveilleux qui s'appelait Un homme et une femme. Bref, là, c'est son frère, le sous-doué de la famille, on va dire ça comme ça, qui a effectivement lancé des petits
petites boules puantes, même de très très grosses boules puantes, Pierre Lelouch, contre l'Algérie, dans ce magazine où il s'est lâché dans ce torchon, en donnant une batterie de mesures, un petit peu une batterie de mesures pour éloigner, pour taper sur l'Algérie et surtout pour contraindre l'Algérie à des difficultés économiques, etc. Alors, une batterie de mesures concernant les immigrés, les fameux accords de 68 qui commencent sérieusement à nous fatiguer, ces accords qui sont vides aujourd'hui, c'est une coquille vide. Pierre Lelouch fait flèche de tout bois pour essayer d'exister politiquement. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour tous les ratés, taper sur l'Algérie, ça devient un peu la mode. On a l'impression d'entendre les héritiers de Charles X ou de Louis-Philippe, les deux rois complètement débiles qui avaient décidé pour des raisons de médiocrité et d'incapacité de gérer la France, d'aller conquérir l'Algérie. Donc les enfants ou les pseudo Charles X aujourd'hui tapent sur l'Algérie pour exister. Alors il a proposé un tas de choses, Pierre Lelouch, pour je ne sais pas, vraiment je vois pas ce que Pierre Lelouch a à faire dans ce domaine-là, quoi. Bref, vraiment c'est très surprenant de le voir arriver sur le terrain de l'Algérie, surtout avec cette brutalité, cette mesquinerie surtout, parce que bon, finalement, il fera pas la loi, il fait pas autorité, Pierre Lelouch, en proposant un tas de mesures scélérates, évidemment. Alors, j'ai pas envie de les comparer au code de l'indigénat, mais on a l'impression que tous ces gens-là sont pas seulement des nostalgiques de l'Algérie française, mais carrément d'une espèce d'instinct, d'abord de frustration, qui déboucherait sur une espèce d'instinct de domination, vouloir renvoyer l'Algérie à l'époque du code de l'indigénat. Bref, alors il s'est lâché dedans. Dans ce même journal, ça suffisait pas d'envoyer un sous-doué de la politique de droite, hein. Il était à l'UMP à l'époque, je pense qu'il est au parti de Sarkozy ou un truc dans ce genre-là, quoi, pas loin de Ciotti et toute la bande. Ça fait pas honneur à ce monsieur d'être dans le parti un proche de Ciotti qui lui effectivement voue carrément lui une détestation profonde de l'Algérie, mais en règle générale de tout ce qui peut être originaire du Maghreb et on va dire musulman, il faut lâcher le mot. Bref, dans ce même canard est revenu M. Driancourt. Driancourt, vous savez, c'est le nostalgique de son poste d'ambassadeur en Algérie. Alors lui, il n'arrête pas, alors on l'a vu sur une photo, il est très drôle d'ailleurs, il m'a fait penser à une espèce de mélange de Bourvil et Louis de Funès. Avec moins de finesse, évidemment, avec moins de funesse et moins de finesse que Louis de Funès ou que Bourvil, M. Driancourt, ancien ambassadeur d'Algérie, qui effectivement n'avale pas la pilule. On dirait que c'est comme un mari trompé, vous savez, c'est comme un cocu qui voudrait revendiquer, je sais pas, une femme qu'il n'a jamais possédée. C'est un peu un amoureux transient, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ce monsieur Driancourt qui aussi propose des mesures, une batterie de mesures, notamment celle qui consisterait à dire à l'Europe d'arrêter de commercer avec l'Algérie. Ces deux messieurs, Lelouch et lui-même, oublient qu'aujourd'hui, s'ils gouvernent le monde, c'est ni la France, c'est ni Tartampion ni Tartampionne, ni Pierre Tonton ni Pierre Tata, c'est le pognon. Et l'Europe veut faire du pognon à tout prix, quel que soit le pays d'origine. Bref, leurs mesures, c'est un peu le reflet de leur hystérie, de leur conditionnement colonial ou colonialiste. Aujourd'hui, alors, ce fameux Driancourt me fait penser à un certain Émile Combes. Alors, Émile Combes, pardon, il n'est pas très connu, c'est un monsieur qui a été un des rédacteurs de la loi de 1905 sur la laïcité, la séparation de l'État et de l'Église. Et alors, il me fait penser un peu à lui, puisque Émile Combes, c'était un comble parce qu'il était tombé fou amoureux de la princesse Bibesco. La princesse Bibesco était une célébrité du début du siècle, à la belle époque, et elle était profondément religieuse. Et cette princesse Bibesco a une relation avec Émile Combes, plus ou moins cachée, plus ou moins honteuse, et la princesse Bibesco est allée en Algérie ouvrir un couvent, notamment à Alger, je crois, le couvent des Sœurs Blanches, ou des Bonnes Sœurs, un truc comme ça en Algérie. Et alors c'était le mariage de la carpe et du lapin, parce que lui était profondément, on va dire, laïque, et elle était profondément religieuse, et leur relation un peu comme ça, pas incestueuse, mais un peu chelou, me fait penser à la relation un peu chelou, un peu bizarre qu'entretient dans sa paranoïa, l'ancien ambassadeur Driancourt qui n'arrête pas de lancer des boules puantes lui aussi sur l'Algérie. Il me fait penser à sa relation un peu douteuse, un peu bizarre, d'impuissant, de stérilité en termes de pensée avec l'Algérie. Bref, c'est une chose sur laquelle je voulais brièvement revenir. D'ailleurs, continuons dans l'anecdote du début du siècle.
lorsque ces rédacteurs de la loi 1905 s'appliquent, eh bien, elle ne sera pas appliquée en Algérie. Bien qu'à l'époque, l'Algérie, c'est la France, eh bien, c'est laïcard, comme les appelle Jean Bobéro. Jean Bobéro, c'est le spécialiste de la laïcité. Et il compare souvent les laïcards à une façon de masquer leur islamophobie ou leur racisme derrière, en insistant beaucoup sur la laïcité. Jean Bobéro, lisez-le, c'est une petite merveille. Il avait, ou il a encore la chaire au Collège de France, la chaire de la laïcité, justement. Le cher Jean Bobéro. À cette même époque-là, disais-je, il y avait celui qui était le président du Conseil, le Premier ministre, et qui a géré cette fameuse loi qu'il a mise en place, la loi de 1905, eh bien, c'était Aristide Briand. Eh bien, Aristide Briand, décidément, ces messieurs qui donnent des leçons de morale avaient des relations très bizarres. Aristide Briand avait une relation mystérieuse, presque mystique, puisqu'apparemment, je ne vais pas dans le détail, mais il semblerait que lui ou elle ait une impuissance sexuelle à pouvoir se... Voilà. Et ce président du Conseil prestigieux avait une relation cachée, inavouable, avec Marie Bonaparte. Marie Bonaparte était une milliardaire dont les parents avaient hérité des casinos de Monte-Carlo qui possédait un palace assez incroyable du côté de la place du Trocadéro à Paris. Il avait une relation incestueuse, un peu bizarre, tandis qu'il rédigeait donc la loi sur 1905, tandis qu'Émile Combes avait cette relation un petit peu chaotique avec la princesse Libesco, eh bien Aristide Briand lui avait une relation aussi très bricolée avec Marie Bonaparte, et on dit qu'ils avaient des petites cachotteries, des petites tendresses, des petites caresses comme ça, du côté de la place de l'Étoile à Paris, du côté de la rue Hoche, dans un appartement comme ça, dans les combles, etc. Voilà, je vous dis un peu le contexte et la moralité de l'époque dans laquelle la loi de 1905 a été écrite. J'ai l'impression que cette espèce de comportement bâtard, bizarre, de ces hommes-là, reflète un peu ceux qui ont aussi aujourd'hui cette même hystérie, cette même pensée un peu bâtarde autour de l'Algérie, et qui appellent à la violence, à la rupture des relations, etc., avec l'Algérie. Ils sont trop nombreux là-dedans. Alors, je vous parle du torchon Figaro, qui est d'ailleurs subventionné avec votre argent, avec l'argent du contribuable. Hein. Il profite bien de l'argent du contribuable, le Figaro qui appartient pourtant à un milliardaire. Bon, les milliardaires, vous savez, pour les milliardaires, un sou, c'est un sou. On ne lâche rien. Et alors, dans le même contexte, beaucoup d'émissions, Monsieur Rotaillot qui lâche rien de tout ça, qui parle de français de papier. Ah bon, en parlant des Maghrébins et des Algériens, des Français de papier, sous-entendant que ce ne sont pas de vrais Français, de bons Français, comme l'aurait dit la Marine aussi. Vous savez, la blondasse avec une tête en forme de casque allemand, qui s'est aussi lâchée sur l'Algérie récemment. Alors, une débile historique, hein, historiquement, elle est complètement côté de la plaque, avec son fils caché, Bardella. On a l'impression que là, c'est la famille... ouais, c'est la famille du raton, quoi. Enfin, un truc comme ça, quoi. Et alors... comme ça suffisait pas, il y a aussi aujourd'hui, je pense, le connard enchaîné, le canard déplumé, qui a donné aussi une page, une colonne complète, en faisant le résumé de l'interview du président Tebboune dans son journal à la une, en allant aussi avec les mêmes poncifs, avec son humour un peu lourdasse, qui se croit un peu fin, subtil, en voulant faire des commentaires, en tapant aussi sur l'Algérie. Alors, c'est moins violent qu'un Pierre Lelouch, moins direct qu'un monsieur Driancourt, mais c'est aussi assez mesquin, vu d'un journal qui, nous dit-on, a payé l'épouse d'un des dirigeants du Canard enchaîné pendant 20 ans. Le coût est de 2 à 3 millions d'euros. Alors, quand on fait ça, hein, on dit tout doucement le canard, bec de canard, tu t'écrases un peu. Alors j'ai envie de dire que tout ça, tous ces critiques, toutes ces attaques sous la ceinture assez mesquines tombent à pic, au lieu de parler par exemple de la dette, comme je le disais, du fait que la France ne tient plus debout avec des 49.3 qui tombent en veux-tu, en voilà, un gouvernement qui est branlant dans tous les domaines, un président qui est jugé pour un délit gravissime en Libye, Sarkozy qui s'enfonce avec sa clique qui est derrière lui. Alors c'est vrai que parler de l'Algérie du matin au soir, ça masque un peu la réalité. J'espère que les gens ne tomberont pas dans ce piège qui est énorme, qui s'ouvre sous leurs pas. Restons prudents. Voilà. Je reviendrai sur d'autres affaires très bientôt. Je vous remercie infiniment, chers amis. J'espère n'avoir rien oublié, parce que j'ai percé un peu de mémoire. Je vous remercie. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, etc. Et je vous remercie. À très bientôt. Merci infiniment.